Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous préférer pour vous informer, mais tout d'abord les titres de cette édition d'information. La coopération militaire entre la Guinée et les États-Unis se renforce. Hier, le chef de l'État et le diplomate américain accrédité en Guinée étaient au camp Samoria de Kindia. Il s'agissait du lancement officiel d'une formation des militaires guinéens, formation assurée par les États-Unis. Lutter contre le diabète ou venir au secours des malades, c'est l'objectif du Lions Club Monloura de Conakry. Il a organisé ce vendredi une campagne de dépistage au groupe Évasion Guinée et à la banque BESIG. Et puis la fête de Saint-Valentin, c'est ce vendredi 14 février. Au Vatican, quelques 20 000 fiancés ont décidé de célébrer aujourd'hui à la place Saint-Pierre. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. La Guinée et les États-Unis renforcent leurs liens de coopération militaire. Hier, le président Alpha Condé et l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Alexander Laskaris, ont procédé au lancement des travaux sur la troisième génération de cette coopération à Kindia, où se trouvent présentement 35 militaires américains. Ils doivent assurer la formation de 966 militaires guinéens. Le point avec Lansana Traoré. C'est le camp de Samoria, bastion des forces en attente de l'armée guinéenne, qui a abrité ce jeudi le lancement des travaux de formation sur la troisième génération de coopération militaire entre les États-Unis et la Guinée sur la paix en Afrique. Accompagné des ambassadeurs américains et français en Guinée, le président de la République s'est réjoui du retour de la Guinée dans le concert des nations, remercie les partenaires et rappelle aux stagiaires les comportements adoptés. Aujourd'hui marque une étape très importante grâce à l'appui de nos partenaires étrangers, États-Unis et France. L'entraînement de nos troupes pour ce type de mission devient une réalité. Permettez-moi de les remercier. À vous, soldats guinéens, qui partirez prochainement en opération à l'extérieur, de vous voir très bientôt représenter notre pays au-delà de nos frontières. Quelques 966 soldats guinéens bénéficient de cette formation. Une formation assurée par 35 militaires américains. Les bénéficiaires seront déployés dans le cadre du maintien de la paix en Afrique, notamment au Mali. Autorités militaires guinéennes et américaines se disent déjà satisfaites du comportement des stagiaires. La volonté de poursuivre les efforts importants consentis pour faire de ce bataillon ce qu'il est devenu depuis sa création en 2010, c'est-à-dire le creuset de formation des commandos et le point de transit des unités des forces armées guinéennes en voie de projection pour la mission internationale. Monsieur le Président, j'ai fait l'évaluation que la Dimbado et le bataillon Gangan seront aussi disciplinés et aussi prêts. Cette cérémonie a été une occasion pour l'ambassadeur des États-Unis en Guinée de saluer les efforts loués par la Guinée dans la sous-région en période de conflit. Il est très important que les partenaires régionaux et internationaux de la Guinée reconnaissent une fait importante. La Guinée n'a jamais exporté de conflit à la sous-région. Même quand le temps était difficile en Guinée, le gouvernement et la population ont toujours trouvé le temps pour aider leurs voisins. La rencontre a pris fin par une séance de démonstration des stagiaires sur le checkpoint. Une association des anciens fonctionnaires des Nations Unies existe désormais en Guinée. L'Assemblée générale constitutive de cette organisation s'est tenue hier jeudi à Conakry, présidée par le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Guinée. L'Assemblée constitutive avait adopté le projet de statut et procédé à la mise en place d'un bureau de 9 membres. Benoît Silla nous en dit plus. C'est une association créée entre les anciens fonctionnaires du système des Nations Unies. Elle regroupe une trentaine de membres retraités de l'institution. Les travaux de l'Assemblée générale constitutive ont porté essentiellement sur l'adoption des statuts, règlements intérieurs et l'élection des membres du bureau dit comité de gestion. L'association se fixe pour objectif de soutenir les actions du système des Nations Unies et la consolidation de la paix en Guinée. À travers un vote à bulletin secret, un comité de gestion de 9 personnes a été élu par les 25 membres présents à l'Assemblée constitutive. Cette association existe dans d'autres pays voisins. Au niveau international également, elle existe une fédération internationale. Nous voulons donc en Guinée nous retrouver en famille, assurer la solidarité des membres de l'association et voir dans quelle mesure une synergie des membres peut, avec les chefs d'agence, également
le gouvernement, aider pour impulser le développement dans le pays. Vraiment, le premier projet, c'est savoir quels sont les besoins des membres de l'association, quels sont les besoins du système des Nations Unies qui ne sont pas satisfaits, qu'on peut attendre de nous, quels sont les besoins du gouvernement. Après avoir félicité les initiateurs, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Guinée a exhorté les membres à la persévérance. Pour Anthony Oimeng Bohama, cette association peut contribuer au renforcement des liens de coopération entre le gouvernement guinéen et son institution, mais aussi à faciliter les actions de développement des Nations Unies en Guinée. Une petite organisation pour que nous puissions se retrouver avec nos collègues retraités des Nations Unies qui regorgent de compétences et d'expertise, certes, pour qu'ils puissent appuyer les activités des agences et programmes des Nations Unies en Guinée. Je dois aussi dire que l'expertise de nos collègues dans cette association peut aussi être utilisée pour appuyer les programmes, projets de la Guinée. C'est des Guinéens, ils ont des amis dans les institutions, donc c'est juste pour qu'on soit un peu plus organisé pour vraiment jouir de ces compétences que les anciens fonctionnaires du système des Nations Unies ont. L'Association guinéenne des anciens fonctionnaires des Nations Unies est non lucrative, apolitique et non confessionnelle. Elle va promouvoir parmi ses membres l'échange d'informations sur les questions d'intérêt commun, notamment la pension, l'assurance maladie et toutes questions relatives aux problèmes de santé, de vieillesse ou d'ordre juridique. Après son élection à la présidence du CNOX, Dr Dansa Kourouma et les membres du nouveau bureau au nombre de 17 se sont réunis ce vendredi au siège de l'organisation. Objectif, se doter d'une nouvelle feuille de route pour redonner une bonne image au Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, mais aussi discuter des actions prioritaires et des stratégies de suivi de ces actions. Magnan Kandé. C'est pour marquer la rentrée officielle du nouveau bureau du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne que cette rencontre a été organisée. Une rencontre qui devrait permettre une prise de contact entre les nouveaux membres du bureau, de discuter des actions prioritaires à entreprendre, mais aussi mettre en place un mécanisme de suivi de ces actions. Nous avons décidé d'organiser cette réunion en ce vendredi saint pour marquer la rentrée officielle du bureau et aussi discuter des questions courantes et aussi engager des actions futures que le nouveau bureau doit faire. Donc l'ordre du jour de cette réunion s'articule autour de 4 points. D'abord une prise de contact, discuter de la stratégie de communication de l'organisation. Le troisième point, c'est les actions prioritaires. Après plusieurs années de crise, les membres du nouveau bureau du CNOX se disent conscients de la lourdeur de la tâche qui les attend. Vous savez au même titre que moi les problèmes auxquels le CNOX était confronté ces derniers temps. Donc c'était vraiment un défi pour nous. Voir une organisation comme ça, avec son ancrage territorial, voir cet organisme choir comme ça dans le vent, c'était vraiment une maladie pour moi. Mais aujourd'hui, le bureau est complètement renouvelé, des jeunes et des femmes engagées pour relever, pour redorer l'image du Conseil national de la société civile guinéenne. Parce que nous venons avec une décision, c'est celui de relever le défi auquel le Conseil est confronté. À l'issue de cette concertation, des actions concrètes devraient être posées par le CNOX en vue de lui redonner son image d'antan. Ce nouveau bureau national du CNOX est composé de 17 membres avec à sa tête Dr Dansa Kourouma, élu samedi dernier à Tindia. Dépistage gratuit du diabète ce vendredi à la banque BESIG et au groupe Évasion Guinée. L'initiative est du Lions Club Mont-Laura de Conakry et s'inscrit dans le cadre du téléthon organisé par le club dans le but d'équiper le centre de diabétologie de l'hôpital d'Onka après l'avoir rénové. Travailleurs et responsables de ces lieux étaient mobilisés pour la circonstance. Reportage signé Marie-Céla Fofana.
Toujours dans la dynamique de lutter efficacement contre le diabète, le Lions Club Montloura de Conakry a organisé des séances de dépistage au siège de la banque BESIG et à celui du groupe Évasion Guinée, une maladie très répandue en Guinée et qui se caractérise par une forte présence de glycémie dans le sang. Le diabète est associé à d'autres facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle. Donc en plus du dépistage du diabète, nous faisons aussi le dépistage de l'hypertension artérielle. Donc en plus de la glycémie, nous prenons la taille, le poids et la tension artérielle. Éventuellement conseiller les gens où il y aurait des anomalies. L'initiative s'inscrit dans le cadre du Téléthon organisé par le Lions Club Montloura de Conakry afin d'équiper le centre de diabétologie du CHU Donka après l'avoir rénové. Aujourd'hui débutent officiellement les contributions pour cette action humanitaire. Donc nous appelons les Guinéens à la générosité, à aider les personnes malades qui souffrent du pied diabétique au niveau de l'hôpital Donka. Les travailleurs et responsables de ces entreprises étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Ils encouragent tout le monde à soutenir le Téléthon. Le diabète, c'est quand même un mal planétaire, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, notre banque, étant une banque citoyenne, elle s'associe étroitement à toutes les initiatives qui tendent à lutter contre ce qui préoccupe la société dans son ensemble, notamment le diabète. On apprécie et on soutient d'abord ce genre d'initiative. Et quand on parle de cela aussi, nous devons encourager ces jeunes, encourager cette équipe encore, et demander aussi au gouvernement, à l'État aussi, de mettre tous les moyens possibles d'abord pour encourager ce genre et surtout soutenir ce genre d'initiative. Le Téléthon prendra fin le 28 février prochain par un dîner gala. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'appeler le 623 20 0000 ou au 623 20 0001. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée ce vendredi pour renforcer la paix dans le pays. C'est une initiative de l'Association des musulmans pour le soutien du professeur Alpha Condé à l'intention des députés. Quelques députés et membres du gouvernement y ont pris part et saluent l'initiative. Fatoumata Yarissila. À travers cette lecture du Saint-Coran, à l'intention des députés, l'Association des musulmans pour le soutien aux actions du chef de l'État s'implique dans le renforcement de la paix et de l'unité nationale. La cérémonie a eu lieu à la grande mosquée Faisal. Quand tu es content, il faut remercier Dieu. Donc il y a eu des tracasseries avant l'élection législative, mais avec la grâce de Dieu, cette élection s'est passée dans une condition meilleure, dans la paix et dans la compréhension. Et nous avons eu une assemblée crédible. C'est pourquoi nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour remercier le bon Dieu et prier aussi pour les élus du peuple, l'Assemblée nationale. Une occasion pour les Guinéens, dit-on, de se mettre à l'œuvre en vue d'obtenir une Guinée unie et prospère. Quelques membres du gouvernement étaient présents, notamment le ministre de la Communication. Il nous faut utiliser la religion pour instaurer la paix chez nous. Parce qu'être musulman, c'est être conforme à la volonté de Dieu. Amzak est au centre de notre préoccupation. C'est la paix qui est le fondement de cette association. L'unité nationale, la justice et le soutien des actions du professeur Alpha Condé. C'est pourquoi notre département est à l'écoute de Amzak, est à la disposition de Amzak. Nous sommes prêts à les accompagner partout où c'est nécessaire. Surtout, nous leur demandons de démultiplier ce que nous venons de vivre cet après-midi à l'intérieur du pays et notre département va les accompagner. Dans le même sens, Mme Eva Cross, députée à l'hémicycle, a également salué l'action. C'est une initiative que nous saluons car penser à réunir les musulmans, ou même quand on n'est pas musulman, mais autour d'un thème. Maintenant, le thème, c'est la paix, la cohésion. Sans paix, on ne peut pas avancer. Promouvoir la paix, c'est ce que demandent les initiateurs de cette cérémonie à tous les Guinéens. Conférence de presse sur le lancement officiel de la radio web Farafina FM et de la relance des activités du journal L'Éclair.
C'était ce vendredi à la Maison commune des journalistes. Cette radio en ligne a pour vocation de permettre aux Guinéens de la sous-région d'être au cœur de l'actualité du pays et de la sous-région à travers les nouvelles technologies de l'information. Compte rendu signé Salimatou Diallo. Farafina qui signifie l'Afrique noire ou chez les Noirs. C'est le nom de cette nouvelle radio en ligne. Elle vient élargir la liste des radios en ligne en Guinée. Le président directeur général a fait son lancement officiel ce vendredi à la Maison de la Presse. Ce lancement officiel de la web radio Farafina FM cadre avec une logique de révolution. Vous conviendrez avec moi que notre pays, notre continent, a besoin davantage de promotion sur l'échelon international. C'est vrai qu'il y a déjà des médiums qui interviennent dans ce cadre. Je voudrais donc dire que notre arrivée va apporter une autre connotation à cette lutte menée depuis des lustres pour valoriser davantage notre continent. L'administrateur général du groupe Farafina, lui, nous confie que ce groupe est un ensemble d'organes de presse dont, entre autres, le journal L'Éclair, appelé dans les temps L'Éclaireur, et le site www.farafinainfo.com, info avec S à la fin. Nous avons également la radio web, qui est d'ailleurs l'outil ou l'objet de notre rencontre. Cette radio en ligne est créée par des jeunes pétris d'ambition, une manière pour eux de dire que le pays peut bien compter sur sa jeunesse. Sur le plan international, c'est aujourd'hui qu'Enrico Letta présente sa démission. Il est arrivé à la tête du gouvernement italien, le président du Conseil qui n'a pas résisté à Matteo Renzi, son rival du Parti démocrate, considéré comme une étoile montante de la politique italienne. Matteo Renzi qui devrait devenir le nouveau chef du gouvernement. Ceci montre encore une fois que la politique italienne est loin de la stabilité. Reportage. L'ambition démesurée de Matteo Renzi pour les uns, l'heureux changement pour les autres. Sans surprise, le maire de Florence s'affiche à la une de la presse italienne aujourd'hui. La plupart des médias lui enfilent déjà le costume de chef du gouvernement. Le tout nouveau secrétaire du Parti démocrate n'a pas ménagé, c'est un fait, son énergie pour pousser Enrico Letta vers la sortie. Pessima, sempre peggio. Quelle mauvaise idée, c'est quoi son programme? On ne sait pas sur quelle voie il va s'engager. Non si sa che programma. Matteo Renzi sait donc parler de lui et questionne, même au sein de sa formation de centre-gauche, le Parti démocrate, qui a voté hier à une écrasante majorité pour un changement de gouvernement et conduit à la démission du chef du gouvernement italien, Enrico Letta. Hier, ils ont conclu que l'État n'a pas accompli ce qu'il aurait dû faire, que cette grande coalition ne marchait pas, qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs. L'adrénaline et l'énergie de Matteo Renzi ne seront pas suffisantes pour changer les choses. Voilà donc l'Italie déjà fragile dans une nouvelle phase d'incertitude politique. Aujourd'hui, Enrico Letta, à qui l'on reproche l'inertie face à une crise profonde, s'en va sur une bonne nouvelle. La très attendue sortie de la récession avec une petite croissance de 0,1% au dernier trimestre. Sortir du marécage, réduire la fiscalité trop lourde et un taux de chômage de 12%, telles sont les promesses et l'énorme tâche du futur chef du gouvernement, à la tête d'une coalition gauche-droite difficile à ménager, formée il y a à peine. Et puis, c'est une journée importante, décisive pour la Syrie à Genève. Les discussions sur le conflit continuent et l'Akhdar Brahimi cherche à obtenir un agenda pour des prochains pourparlers entre l'opposition syrienne et la délégation du gouvernement de Bachar al-Assad. Sur le terrain, la situation est loin de se calmer, mais les opérations humanitaires doivent malgré tout reprendre aujourd'hui à Homs. Suivez. Voici à quoi ressemble le danger que cherchent à fuir les habitants du centre de Homs. Le cessez-le-feu n'a pas tenu tout le temps de la trêve, les deux camps s'accusant mutuellement d'être responsables de l'évacuation périlleuse, chaotique et souvent interrompue. La violence des affrontements n'est pas la seule menace à la vie de ces Syriens. De plus en plus, la faim devient une arme qu'on utilise contre eux. Il y a une stratégie d'assiéger un territoire particulier et de punir la population civile qui reste là-dedans en utilisant la faim comme outil.
Des images pénibles d'enfants au corps émaciés, au regard aussi vide que leurs estomacs hantent les travailleurs humanitaires qui n'ont toujours pas accès à plusieurs régions de la Syrie, comme celle-ci qui aurait été filmée dans le camp palestinien de Yarmouk. Comme la plupart de ceux contactés via Skype, Christopher Gunness des Nations Unies répète l'importance de permettre un accès sans entrave aux populations dont les besoins sont criants. On nous rapporte encore des cas de malnutrition, des femmes qui meurent en couche et des gens condamnés à manger de la moulée pour animaux, dit-il. La situation est terrible et va empirer tant que nous n'aurons pas un accès garanti et sécuritaire. Il faut qu'il y ait aujourd'hui une résolution du Conseil de sécurité qui oblige le gouvernement syrien et qui oblige les groupes rebelles à permettre à l'aide humanitaire d'arriver. Une résolution à l'étude au Conseil de sécurité imposerait des mesures punitives au gouvernement de Bachar al-Assad s'il s'entête à restreindre la libre circulation de l'aide. Mais la Russie entend bloquer la résolution et en propose une concurrente qui met plutôt l'accent sur l'importance de combattre le terrorisme. C'est notre vision du rôle que peut jouer le Conseil de sécurité, a déclaré Sergueï Lavrov. Nous voulons trouver une solution sans offenser une partie ou l'autre. L'aide humanitaire n'est pas un sujet à débat ou à négociation. C'est une obligation dans le droit international, dans les conventions de Genève. À Homs, le cessez-le-feu est prolongé pour encore 48 heures. Quelques centaines de Syriens supplémentaires pourront peut-être échapper à l'enfer. L'Indonésie sous les cendres, conséquence de l'éruption du volcan, un volcan très dangereux qui a secoué une zone très peuplée. Pour les habitants, les risques sont importants. On compte déjà 2 morts et 200 000 personnes évacuées. Une évacuation qui concerne les habitants qui vivent dans un rayon de 10 km autour du volcan. Reportage. De la cendre sur le bitume et dans l'air, les habitants de la ville de Yogyakarta dans le centre de Java se sont réveillés dans une atmosphère inhabituelle. À quelques 200 km à l'est de la ville, le mont Keloud est entré en éruption la nuit dernière. Une éruption violente donc qui paralyse actuellement une partie de l'île. L'aéroport de Yogyakarta mais aussi ceux de Solo et Surabaya ont fermé leurs portes. Cette nuit, notre aéroport a été recouvert de cendres. Ça vient du Keloud. Et ce matin, nous n'avions pas d'autre alternative que d'interrompre les vols. Des avions couverts de cendres, des passagers bloqués, mais aussi l'évacuation cette nuit des habitants de la zone, 200 000 personnes concernées. L'alerte est maximale. On nous a demandé de partir en urgence. En tout, une trentaine de villages vidés dans la zone proche du volcan, une zone très peuplée. 2 personnes pour l'heure ont été tuées. Au XVIe siècle, le mont Keloud avait emporté 10 000 personnes environ. Les experts estiment que l'activité de ce volcan devrait aller en diminuant, mais pour l'heure, les habitants évacués ont pour consigne de rester loin de la zone dangereuse. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, autrefois considérée comme l'une des fêtes les plus négligées par bon nombre de citoyens guinéens, fait aujourd'hui l'objet d'une grande convoitise tant chez les adolescents, les jeunes que chez les adultes. Cette fête appelée fête des amoureux est célébrée chaque 14 février. Mais qu'est-ce que la Saint-Valentin? Pourquoi l'appellation fête des amoureux? Comment les amoureux préparent-ils cette fête? Élément de reportage, donc ce reportage de Salimatou Diallo. Le 14 février s'est transformé en une fête pour les amoureux depuis le IIIe siècle. Saint-Valentin est en fait un prêtre exécuté par les Romains le 14 février 270. Suite à l'abolition du mariage par l'empereur Claude II, Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui les bénédictions du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Dans sa prison, Valentin tisse une relation amoureuse avec la fille de son geôlier. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message suivant « De ton Valentin ». Alors les hommes ont jugé nécessaire de fêter ce jour, une manière pour eux d'immortaliser les actes de cet homme. Valentin, tu sais ce que je vois, c'est très bon quand même quoi. Tu veux préparer de bons cadeaux pour ta femme. Et j'ai fait beaucoup de cadeaux pour elle.
beaucoup parce que je l'aime, donc je fais beaucoup de cadeaux pour elle. Les cadeaux en ce jour spécial de la fête des amoureux est une manière pour eux de manifester leur amour et désir à l'égard de leur conjoint. Malgré la charité de la vie, les amoureux ne manquent pas de quoi offrir à leur âme sœur. Si on dit que c'est quand la fête va arriver que tu peux te préparer, tu ne vas pas s'en sortir. Donc il faut préparer à temps pour préparer le cadeau de madame. Madame aussi va préparer ton cadeau. Bon, je suis là aujourd'hui pour chercher quelque chose pour ma Dulcinée. Comme demain c'est Saint-Valentin, malgré la conjoncture, quand le cœur parle, on ne peut rien. Les rues de Conakry sont inondées de prospectus pour l'annonce des événements prévus pour la circonstance. Boutiques, magasins, salons de coiffure ne désemplissent pas également car chacun a l'ambition de paraître. Quand même, ça va petit à petit, les gens commencent à venir petit à petit. Mais c'est pas comme avant. Avant, c'est rempli, plus que ça même. Vous-même, vous voyez, non? Voilà. Donc, on travaille quand même. Comme d'habitude. Les filles viennent, les hommes aussi viennent. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux est le moment pendant lequel les amoureux profitent pour échanger des cadeaux et des mots d'amour. Et justement, ce vendredi 14 février, 20 000 fiancés ont décidé de célébrer la fête des amoureux à la place Saint-Pierre au Vatican. Célébrer la fête catholique et leur amour. Ils sont très nombreux à faire le déplacement pour obtenir la bénédiction par le souverain pontife. Les amoureux en week-end à Rome. Suivez. Marée humaine de futurs mariés, venus du monde entier. Ils ont tous répondu à l'invitation du pape François. Parmi eux, un couple de Français, Romain Lemistre et Julie Laurent. Il y a quelques jours encore, ils bouclaient leurs valises en Champagne-Ardenne. Il n'y a pas besoin de grand-chose. En plus, normalement, il devrait faire beau, donc il n'y a pas besoin de gros pulls ni de gros manteaux. Pour ces fiancés qui ne sont jamais partis en vacances en amoureux, le voyage a une saveur toute particulière. Eh ben, ça représente la force de notre amour, d'aller le prouver devant le pape, qui va nous soutenir dans notre préparation au mariage. Ça peut nous donner une autre force que l'Église en France, on va dire. Que celle de notre prêtre, ça va être un cran au-dessus, on va dire. Lorsque le pape lance son invitation sur Internet il y a 3 semaines, Romain et Julie n'imaginent pas qu'ils seront du voyage. C'était sans compter sur leur diocèse, qui à cette occasion lance un tirage au sort, qu'ils remportent. Ah bah oui, évidemment, on va tester un souvenir. Un dernier au revoir à leur fille. Et quelques heures de vol plus tard, ils foulent enfin les pavés de la place Saint-Pierre. C'est impressionnant de se retrouver là, la grandeur du monument. C'est comme quand on est petit d'aller voir à Paris, là sur la tête. Tout un symbole pour ces croyants non pratiquants qui attendent beaucoup de ce nouveau pape. Notre prêtre accepte très bien le fait qu'on ne soit pas encore marié alors qu'on a des jeunes filles, mais que tous les prêtres l'acceptent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui autorisent un mariage alors qu'il y a déjà des enfants. Et en fin de matinée, enfin, la rencontre. Et cette image du pape recevant une rose rouge, symbole de l'amour. Peut-être même celle que les amoureux garderont en souvenir de cette Saint-Valentin si particulière. Sport pour boucler cette édition, le staff technique du club Oraya FC a animé une conférence de presse ce vendredi à son siège. Occasion pour parler des préparatifs du club pour les phases retour de la Ligue des champions africains. Le Oraya FC va jouer dimanche prochain le match retour au stade du 26 septembre de Conakry contre le FC Nouadhibou, après un nul considéré à la phase aller en Mauritanie. Pour l'entraîneur du club, l'objectif c'est la victoire. Reportage signé Abdelrahman Ba. Le club Oraya FC se remet en question pour corriger ses erreurs avant son match retour contre le club FC Nouadhibou prévu dimanche 16 février au stade du 28 septembre de Conakry. Le Rouge et Blanc de Matam, entraîné par Amara Traoré, a toutes les chances de garder sa qualification pour les tours suivants dans cette compétition. Après un nul concédé au match aller, mais son entraîneur précise que son équipe doit maintenir la même pression. Moi, je joue tous les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, contre Nouadhibou dimanche, on va jouer ce match-là pour le gagner. On ne sera pas là à calculer. Non. On sera là pour faire 90 minutes à tambour battant pour essayer de marquer le maximum
le plus possible et de ne pas en encaisser. Le Roya FC, représentant de la Guinée à cette compétition, a au cours du match aller connu des difficultés au niveau de sa défense, un souci que Amara Traoré dut avoir résolu. Parce que c'est le plus difficile pour ces joueurs, c'est de les faire comprendre que ce jour-là, il n'a pas été bon. Et ils ont pris conscience de ça. Et moi, je pense que la grandeur d'un homme, c'est quand tu n'es pas bon de reconnaître que tu n'es pas bon. Donc voilà, ils ont pris conscience de ça. Et puis, je pense que même ils ont pris le tour de faire les cornes. Ensemble, on a corrigé et que je pense que ce match de retour-là, il n'y aura pas ces cacophonies. Le secrétaire général de Oroya FC, lui, a invité tous les clubs de Guinée à venir nombreux pour soutenir son équipe. C'est pas seulement le rouge-blanc qui va être vu, hein. C'est les tricolores guinéens qui seront ici par rapport à cette compétition. Donc ça engage toute la Guinée. Nous tendons la main à tous les fans du sport, à tous les clubs de Guinée, à tous les fans, je dirais, pour venir soutenir le Oroya dans cette grande compétition. Pour l'entraîneur, le Oroya FC 5e dans le classement du championnat national avec 2 matchs à retard. Cette rencontre est un défi. Une victoire contre FC Nouadhibou pourrait les mettre en pleine confiance pour faire un bon retour dans le championnat national. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes sur Évasion TV et bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde.